Il m'a fallu 3 ans pour atteindre les 1000 premiers abonnés sur ma chaîne YouTube. Alors 3 ans pour certains c'est beaucoup, pour d'autres c'est normal. Alors j'ai voulu savoir, est-ce que je suis en retard ou est-ce que c'est la réalité pour la plupart des créateurs sur YouTube? Alors j'ai mené ma petite enquête et les chiffres que j'ai trouvés sur YouTube m'ont clairement surpris. Alors pour ma part, je publie une vidéo tous les mois, voire tous les 2 mois. Et honnêtement, mes plus grands défis, ça a toujours été la régularité des publications de vidéos et puis de trouver des bons sujets qui m'intéressent moi, qui m'intéressent vous. Le résultat, c'est que la chaîne a grandi, certes, mais à une vitesse de croisière assez lente. Donc je me suis dit, ok, j'ai mis 3 ans à atteindre 1000 abonnés, mais est-ce que c'est juste moi ou la plupart des créateurs vivent la même chose? Alors j'ai cherché des chiffres et ce que j'ai trouvé va pas mal t'intéresser. D'abord, j'ai compris que YouTube, c'était pas mal la jungle. Par exemple, en 2025, il y avait environ 5 milliards de vidéos actives et publiques sur YouTube. 30% de ces vidéos, ce sont des YouTube Shorts. Donc les shorts représentent à peu près un tiers des vidéos sur YouTube, mais cette proportion a tendance à augmenter avec les années. Donc au début, j'étais choqué par le fait qu'il y ait 5 milliards de vidéos, puis après j'ai réfléchi. En fait, YouTube a commencé dans les années 2000. Donc en fait, ça me paraît pas tant que ça. Et la raison, c'est qu'en fait, au fil du temps, YouTube et ses créateurs vont petit à petit supprimer des vidéos ou les mettre en privé. Si on comptait la totalité des vidéos uploadées sur YouTube depuis sa création, on s'approcherait plus des 30 milliards. Mais bon, nous, ce qui nous intéresse, c'est les 5 milliards de vidéos publiques. Et sur ces 5 milliards de vidéos publiques, on compterait environ 1 milliard d'heures de visionnage par mois. Donc à la fois, il y a beaucoup de concurrence, mais en même temps, il y a beaucoup de public. Ensuite, je me suis renseigné sur combien de temps il faut en moyenne pour atteindre 1000 abonnés sur YouTube. Selon le site vidIQ, il faudrait environ 15,5 mois en moyenne pour atteindre les 1000 abonnés sur YouTube. Cette moyenne de 15,5 mois, j'ai retrouvé sur d'autres sites, donc ça m'a l'air assez fiable. Donc personnellement, je suis au-dessus de la moyenne. Enfin, pas dans le bon sens du coup. Au niveau du nombre de vidéos à publier, j'ai trouvé le chiffre de 157 vidéos en moyenne publiées avant d'atteindre les 1000 abonnés. Donc en moyenne, les créateurs publieraient 157 vidéos avant d'atteindre ces fameux 1000 abonnés. Selon une autre source, 50% des youtubeurs atteignent les 1000 abonnés en publiant plus de 70 vidéos et 30% des youtubeurs les atteignent en publiant plus de 150 vidéos. Donc avec différentes sources, on reste à peu près cohérent. C'est-à-dire que si tu es dans la moyenne et que tu publies 10 vidéos par mois pendant 15 mois, par probabilité, tu atteindras les 1000 abonnés. Donc personnellement, je n'ai publié qu'une vingtaine de vidéos avant d'atteindre les 1000 abonnés. Donc là, je suis en dessous de la moyenne, mais j'ai pris plus de 36 mois au lieu de 15 pour les atteindre. Donc on va dire que si on réunit ces deux chiffres, je suis en fait dans la moyenne. Et j'ai encore plus intéressant pour toi. En 2023, des chercheurs de l'université d'Amherst, Massachusetts, a révélé que 4,68% des vidéos publiées sur YouTube n'enregistrent aucune vue. Oui, tu as bien entendu, il y a presque 5% des vidéos uploadées en public sur YouTube qui font 0 vue. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'ils ont révélé que 18% des vidéos enregistraient moins de 5 vues. Donc un cinquième des vidéos fait moins de 5 vues. Donc franchement, autant dire que c'est comme si c'était 0. 65% des vidéos font moins de 100 vues. Je ne sais pas ce qui me choque le plus parmi tous ces chiffres. Les 2 tiers des vidéos uploadées sur YouTube font moins de 100 vues. Si on monte encore, seulement 15% des vidéos uploadées sur YouTube font plus de 1000 vues. Donc déjà, si ta vidéo fait plus de 1000 vues, tu fais partie des 15% des vidéos les plus vues de la plateforme. Et finalement, seulement 3,7% des vidéos sur YouTube dépassent les 10 000 vues. Donc là, il peut y avoir deux types de réactions. Soit tes vidéos font entre 1000 et 10 000 vues régulièrement. Dans ce cas, je suis heureux de te dire que tu fais partie en fait de l'élite de YouTube, puisqu'il n'y a que 3,7% des vidéos qui dépassent les 10 000 vues. Soit tes vidéos ne dépassent pas encore les 1000 vues. Là, ça te glace le sang parce que tu te dis que tu n'y arriveras jamais. Et pas de panique, je vais t'expliquer des choses dans la suite de cette vidéo qui vont pouvoir t'aider. Et puis pour te faire relativiser un peu sur ton cas, 30% des vidéos uploadées sur YouTube sont du gaming. Et le gaming, c'est super dur à faire percer sur YouTube parce qu'il y a une concurrence énorme, que c'est impossible à faire référencer et qu'il faut avoir une plus-value énorme par rapport aux autres youtubeurs gaming déjà installés. On connaît tous un pote qui a essayé de se lancer sur YouTube avec des vidéos gaming et que franchement, les let's play sur Fortnite et Minecraft, on en a déjà vu 40 000. Mais cette étude ne s'arrête pas là puisqu'ils ont aussi voulu connaître la corrélation entre le nombre d'abonnés et le nombre de vues que faisait un youtubeur. Donc ils ont calculé ce qu'on appelle le coefficient de corrélation, ce qui est représenté par un R, et qui sert à mesurer à quel point deux choses vont ensemble. Par exemple, entre l'augmentation de la température et le nombre de glaces vendues, entre la taille d'un humain et son poids, et entre le nombre d'abonnés d'une chaîne YouTube et les vues de ses vidéos. Pour t'expliquer, un coefficient de corrélation se trouve toujours entre -1 et +1. Quand on a 1, c'est qu'on a une corrélation parfaite dans le même sens, et quand on a -1, c'est qu'on a une corrélation parfaite inversée. Et quand on obtient 0, c'est qu'on n'a aucune corrélation entre ces deux métriques. Et le coefficient de corrélation moyen entre le nombre d'abonnés d'une chaîne YouTube et les vues des vidéos de cette chaîne est de 0,11. C'est donc très très faible. Ce qui veut dire que sur YouTube, le nombre d'abonnés est très peu corrélé au nombre de vues. La bonne nouvelle, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir beaucoup d'abonnés pour faire beaucoup de vues. Mais la mauvaise nouvelle, c'est qu'atteindre 1000 abonnés ne te garantit pas du tout d'avoir plus de vues sur tes vidéos. Et là aussi, c'est mon cas. J'ai plus de vues sur ma chaîne quand je sors plus de vidéos et que donc les vues des différentes vidéos vont s'accumuler. Et les abonnés n'ont rien changé à ça. Donc en fait,
fait, avoir beaucoup d'abonnés, c'est un bel objectif, ce n'est pas une fin en soi. Même au niveau de la monétisation de tes vidéos, YouTube prend en compte 2 paramètres, que tu atteignes 1000 abonnés et que tu fasses 3000 heures de visionnage par an. Donc quand je regarde ces chiffres, je me dis que mon rythme lent explique beaucoup de choses. Je n'ai sorti qu'une vingtaine de vidéos en 3 ans, donc forcément, ma progression est plus lente. Mes 3 vidéos qui ont fait le plus de vues et qui m'ont rapporté le plus d'abonnés, c'est un tutoriel pour filmer son écran, un tutoriel pour détourer sur Photoshop et une vidéo où je présente les meilleures intelligences artificielles de génération d'images gratuites. Le point commun de ces 3 vidéos, c'est qu'elles ont bien fonctionné à leur publication et qu'elles ont bien réussi à se référencer au fil des mois. C'est-à-dire qu'au départ, la plus grande partie des vues de cette vidéo venait des suggestions par l'algorithme. Avec le temps, l'algorithme va forcément moins proposer ces vidéos aux utilisateurs, mais les gens vont faire des recherches sur ces sujets sur YouTube et Google et vont tomber sur ces vidéos, car j'ai réussi à les référencer, c'est-à-dire à les positionner sur des résultats de recherche bien précis. Pourquoi? Parce que ce sont des sujets bien spécifiques, avec des gens qui se posent des questions dessus, qui les tapent sur internet, ils sont tombés sur ma vidéo, ils ont continué tout au long de la vidéo, ce qui veut dire que ma vidéo correspond bien au terme de recherche. Donc YouTube et Google vont les mettre en avant. Donc petit à petit, la part des vues venant des recherches YouTube va augmenter, ce qui permet de les faire performer sur le long terme. Donc ça, c'est un angle d'attaque que tu peux utiliser pour faire performer des vidéos, c'est-à-dire de compter sur la durée, donc de faire des vidéos qui répondent à un besoin ou à une question précise pour qu'elles se référencent petit à petit. Et tu vas voir que le courbe de vue de cette vidéo va pas être exponentielle dès le début comme sur des vidéos plus classiques, mais va monter linéairement. Mais tu vas voir qu'il y a des vidéos qui vont pas du tout fonctionner pareil. Par exemple, j'avais fait une vidéo qui traitait de l'immortalité. Elle avait fait le meilleur démarrage de ma chaîne à l'époque. J'étais comme un ouf. Et au bout de 4 jours, arrêt net. J'avais fait une capture d'écran à l'époque tellement ça m'avait choqué. Les impressions se sont vraiment arrêtées d'un coup en pleine ascension des vidéos. C'est-à-dire que ma vidéo faisait beaucoup de vues et puis d'un coup YouTube a décidé non, on arrête de montrer cette vidéo. Donc plus de vues pendant des mois et des mois. Et puis j'ai remarqué que 2 ans après sa sortie, elle s'est remise à faire quelques vues. Donc elle a dû réussir à se référencer dans une niche spécifique. Les changements d'algorithme ont dû la pousser d'une manière ou d'une autre. Mais avec du recul, je pense clairement que c'est parce que cette vidéo s'éloignait complètement des sujets que je faisais habituellement sur ma chaîne. Donc l'algorithme était perdu et ne savait pas quoi en faire. Même si en vrai, on n'est jamais sûr de rien. Et oui, on n'est jamais sûr de rien parce que c'est l'algorithme de YouTube qui décide tout. Ah, l'algorithme de YouTube, tu as déjà sûrement entendu un tas de YouTubeurs s'en plaindre. C'est pas la première fois que YouTube change l'algorithme comme ça à la zeub en testant des trucs, en se prenant un peu pour un apprenti sorcier, et c'est vrai que bah ça fait chier. Alors oui, ça s'appelle faire des essais-erreurs pour améliorer son produit. Et oui, YouTube, comme toute entreprise dans le digital, continue constamment d'innover pour améliorer ses fonctionnalités, ses produits et ses algorithmes. Des fois ça marche, des fois ça ne marche pas, il rectifie le tir. Parfois on ne remarque même pas que l'algorithme a été mis à jour, parfois on le remarque et on a l'impression que c'est foireux, alors qu'en vrai ça a très bien marché et ça a attiré de nouveaux utilisateurs. Bref, si YouTube avait gardé le même algorithme qu'en 2010, Dailymotion serait peut-être la plateforme numéro 1. Donc continuer d'innover au niveau de l'algorithme est vital pour YouTube. Ce qui est plus relou, c'est qu'on ne sait pas vraiment comment il fonctionne et qu'il change tout le temps. Et qu'en plus sur YouTube, on est très exposé à cet algorithme. Et oui, selon MIT Technology Review, environ 70% des vues des vidéos viendraient des recommandations par algorithme. Donc presque les 3/4 de nos vues. Avant 2019, l'algorithme était surtout basé sur la popularité de la vidéo. Plus tu faisais de vues, plus tu faisais de vues. Ce qui a fait naître un développement des miniatures et des titres putaclic assez trompeurs sur le vrai contenu de la vidéo, puisqu'il n'y a que ça qui comptait à l'époque. Mais en 2019, YouTube a sorti la plus grosse mise à jour de son algorithme et il l'a bien plus personnalisé pour chaque utilisateur, car il s'est mis à évaluer la probabilité de satisfaction. Le fait que tu cliques, que tu ignores, que tu ne sois pas intéressé, la durée de visionnage des vidéos, les j'aime, les je n'aime pas, les petites enquêtes que tu as en pub, les commentaires, le contexte régional, et puis bien sûr l'historique de visionnage des utilisateurs. Donc le but, ce n'est plus seulement que les gens cliquent, et que les gens cliquent, restent sur la vidéo et interagissent avec. Et justement, c'est à cause de cet algorithme qu'il va se passer des choses un peu étranges. Comme je viens de te montrer, des vidéos peuvent exploser au début, mourir complètement et renaître de ses cendres quelques mois voire années plus tard. De manière générale, et si ta thématique n'est pas purement du divertissement, tu verras que la plupart de tes vidéos vont continuer à te rapporter des vues et des abonnements de manière régulière, plusieurs mois voire années après leur publication. Même si elles ne sont pas référencées sur des termes de recherche, mes vidéos font en moyenne autant de vues la deuxième année de leur publication que la première. C'est-à-dire qu'une vidéo classique de ma chaîne sortie en janvier 2023, si elle atteint 2000 vues la première semaine, elle atteindra peut-être 3000 vues en janvier 2024, et il y a des chances qu'en janvier 2025, elle ait atteint les 6000 vues. Et parfois ça continue même la troisième année. Donc elle se retrouverait à 9000 vues au bout de 3 ans. Alors que les 2 premières semaines, elle n'avait fait que 2000 vues. Alors bien sûr, hein, j'ai fait des vidéos qui ont fait moins de 100 vues à leur sortie et qui se sont arrêtées là, mais j'ai aussi des vidéos qui ont bidé à leur sortie et qui font bien plus de vues aujourd'hui. Donc il suffit qu'il y ait un nouvel intérêt pour ce sujet ou que l'algorithme change, il peut se passer tout un tas de choses de la sorte qui peuvent t'arriver si tu fais aussi des vidéos sur YouTube. Alors après 3 ans passés sur YouTube, voici les 3 choses que j'aurais voulu comprendre dès le début. Numéro 1, la régularité bat largement le perfectionnisme. C'est bien simple, j'ai sorti 24 vidéos en 3 ans. Si je les avais sorties
si en une année, j'aurais 3 fois plus de résultats aujourd'hui. En plus, ça te permet de voir beaucoup plus vite ce qui fonctionne ou pas, et puis ce que tu aimes faire ou pas. Bon, alors après, je te donne ce conseil, je l'applique même pas. Et oui, quand tu passes 2 mois à faire une vidéo qui fait 500 vues, bah t'as bien perdu ton temps. Oui, parce que figurez-vous qu'il n'y a aucune corrélation entre le temps que tu passes à faire ta vidéo et le nombre de vues que tu vas avoir au final. La deuxième leçon, c'est mieux vaut une niche imparfaite, un thème complètement flou. En fait, ce que j'ai compris, c'est que YouTube déteste l'indécision, il veut une direction claire, et si tu fais un peu de tout, et ben il sait pas à qui montrer tes vidéos. J'ai commencé ma chaîne YouTube en faisant des tutoriels en tout genre, et YouTube a dû catégoriser ma chaîne en vidéo pédagogique sur la création de contenu de manière assez large. Comment je le sais? Parce qu'à chaque fois que je sors une vidéo qui s'éloigne de ce sujet, YouTube ne la diffuse pas du tout. Ma chaîne YouTube, c'est vraiment un laboratoire. Récemment, j'ai à nouveau tenté de sortir du thème principal de ma chaîne en faisant de la vulgarisation technologique, une vidéo sur les voitures volantes et une vidéo sur un nouveau traitement pour Parkinson. La première vidéo a été le plus gros beat de ma chaîne, mais j'ai dit bon, elle est peut-être juste pas intéressante. Donc j'ai réessayé. J'ai sorti une vidéo sur une technologie pouvant soigner Parkinson, et banco, j'ai battu le record du plus gros échec de ma chaîne. Pourtant, à chaque fois, le taux de clic n'était pas catastrophique. Le taux de clic, c'est le nombre de gens qui voient passer ta vidéo et qui cliquent dessus. Mais YouTube a décidé de proposer ces vidéos qu'à 600 personnes. Donc seulement 600 personnes ont vu cette vidéo s'afficher, puis il a complètement arrêté. Probablement parce que l'algorithme ne comprenait pas à qui cette vidéo était destinée. Et oui, parce qu'il diffuse ces vidéos à mon public habituel, un public qui se rapproche de ce public habituel, et un public qui a absolument rien à voir. Et probablement que c'est le public qui a rien à voir qui a cliqué avant tout sur cette vidéo. L'algorithme a dû être complètement perdu, il a dit c'est bon, moi je comprends rien, j'arrête. Donc il a juste arrêté de diffuser. Donc maintenant, je sais pertinemment que si je veux me lancer dans ce genre de vidéos, il faut que j'ouvre une autre chaîne YouTube pour parler de ces sujets un peu annexes, et que sur cette chaîne, je me cantonne aux vidéos plus pédagogiques. Ce que je suis en train de faire actuellement. Donc vous allez bien voir si ça marche ou pas. Et si cette vidéo ne fonctionne pas, ça veut dire qu'il faut vraiment que je me cantonne aux vidéos sur l'intelligence artificielle. Parce que oui, la troisième leçon, c'est que tes petites victoires sont des signaux à prendre très au sérieux. Chaque vidéo qui fonctionne, ça doit être une boussole pour toi. Dernièrement, mes vidéos qui ont mieux fonctionné, c'est celles qui présentent des outils d'intelligence artificielle. Donc clairement, je sais que si je refais des vidéos sur le même thème, il y a de grandes chances que ça fonctionne en fait. Puis récemment, je me suis mis à faire des YouTube Shorts à partir de mes vidéos longues. Je fais ça automatiquement avec des outils IA que je vous ai présentés dans une vidéo. Je reprends mes anciennes vidéos et je poste environ 2 shorts par semaine pour voir ce qui fonctionne ou pas. Et ce qui est intéressant pour l'instant, c'est que c'est les vidéos qui ont le moins bien marché sur ma chaîne qui fonctionnent le plus en mode short. Donc je vois bien que les spectateurs de mes shorts ne sont pas les mêmes que les spectateurs de mes vidéos. Donc je suis pratiquement sûr qu'il y a 2 algorithmes différents, un pour les vidéos longues et un pour les shorts. Donc ce n'est pas du tout la même logique. Et j'ai mis plusieurs fois des liens vers les vidéos longues dans ces shorts et presque personne n'a cliqué dessus. Les gens sont vraiment là pour regarder des shorts. Donc ça te fait une double audience en fait. Et clairement ça m'a fait pas mal de vues et pas mal d'abonnés. Donc je vais continuer ça. Là avec ce graphique, tu vois le moment où j'ai commencé à publier des shorts et l'effet que ça a sur mes vues. C'est d'ailleurs comme ça que T-Bone Shape est devenu le premier youtubeur de France. Il s'est mis à faire des shorts sans trop de dialogue qui permettent à n'importe qui sur Terre de pouvoir les regarder. Ça l'a fait gagner plein d'abonnés en France et à l'international, mais ça ne lui a pas fait du tout augmenter proportionnellement les vues de ses vidéos longues, car ce n'est pas le même public. Donc en termes d'abonnés, c'est devenu le premier youtubeur de France, pourtant il fait toujours à peu près le même nombre de vues sur ses vidéos classiques. Et oui, si tu veux te lancer sur YouTube, ça fait beaucoup de paramètres à prendre en compte, mais l'avantage c'est que tu as plusieurs possibilités. Et selon tes objectifs sur YouTube, si c'est de vendre des produits, de faire des vues, de gagner de l'argent avec la pub, de faire des placements de produits, il y a des leviers qui vont être intéressants pour toi, et d'autres non. Donc si tu dois te souvenir d'une chose, c'est que pour atteindre des 1000 abonnés, il faut que tu postes, que tu apprennes, que tu corriges et que tu continues. Mais avoir 1000 abonnés en soi, ça sert à rien. À part peut-être pour faire une vidéo comme celle-ci, dans laquelle tu racontes à ton tour comment tu as obtenu tes 1000 premiers abonnés.